Enregistrement. Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin en Ontario et en 2023, septembre 2023, nous sommes dans le processus de dérouler notre programme de cercle à l'échelle nationale à travers du Canada. Aujourd'hui, nous sommes joints par Chirage Gaib et elle va nous parler de l'art du compromis. Chirage, vous avez la parole. Merci René, merci encore pour votre invitation. Je suis toujours tellement heureuse de venir partager ça avec vous. Donc bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de revoir des visages que je connais. Alors aujourd'hui, on va parler de l'art du compromis gagnant. Concrètement, dans ce webinaire, ce que nous allons voir, ce que je vais vous proposer, c'est, excusez-moi, c'est une vision nouvelle du compromis gagnant qui est basée sur le principe de la réciprocité énergétique si cher à mon cœur. Pour les personnes qui ont déjà suivi des webinaires avec moi, vous savez que j'adore parler de réciprocité énergétique parce que pour moi, tout tend à s'équilibrer en permanence. Donc, quand on comprend ce principe, on peut vraiment prendre des décisions qui sont justes et alignées. Donc, dans la première partie de ce webinaire, nous allons voir les raisons qui nous empêchent de dire des vrais oui à nous-mêmes et puis aussi des vrais non aux personnes qui nous proposent peut-être des compromis qui ne nous conviennent pas. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment poser des limites claires grâce à un outil que j'ai mis au point et que j'ai appelé les cercles de conscience relationnelle. On va découvrir ce que c'est, comment ça fonctionne et comment concrètement et pratiquement l'utiliser chaque jour. Et dans la troisième partie, je vais vous expliquer ma vision du compromis gagnant sans sacrifice ni manipulation. Est-ce que ça vous convient? Ok, super, merci. Alors, on y va. Avant de démarrer rapidement, je me présente pour éventuellement les personnes qui visionnent ce webinaire pour la première fois. Donc, j'ai un background scientifique, très scientifique, mais un rêve a changé le cours de ma vie que j'ai fait en 2009. C'est ce rêve-là que je raconte dans mon premier livre, Cesser de survivre, commencer à vivre, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. J'accompagne des personnes en coaching et en feng shui dans plusieurs pays. Donc, j'accompagne essentiellement en langue française. Et puis récemment, j'ai lancé une émission sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Voix Yin. C'est une émission d'exploration intérieure et de compréhension profonde. C'est tout ce qui permet de comprendre les libérations émotionnelles et transgénérationnelles et vraiment notre monde intérieur. Donc, l'émission s'appelle La Voix Yin. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Chaque lundi matin, il y a une nouvelle émission qui parle d'un sujet. Allez, on va plonger dans le vif du sujet, on va parler de compromis gagnant, mais d'abord, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas toujours ce que l'on désire? Et est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'il fallait couper la poire en deux pour trouver le bon compromis, que c'est ça la manière idéale de faire? Et on va voir dans un instant que couper la poire en deux n'est pas toujours la bonne solution. Et ensuite, on peut se poser la question aussi de savoir est-ce que je pense que je ne sais pas bien négocier? Ou bien est-ce que quand je suis en mode négociation, ça me fatigue, ça m'épuise? Et puis aussi, est-ce qu'on se demande si le compromis juste est toujours le compromis équitable? C'est-à-dire équitable, ça veut dire autant pour moi que pour toi. On va répondre à toutes ces questions, on va voir que non, pas toujours, et on va comprendre comment fonctionne le compromis et quelle est la méthode du compromis gagnant que je propose aujourd'hui. On va commencer par la première partie et commencer par comprendre pourquoi il est si difficile de dire non. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de dire non dans une situation, mais ensuite de dire oui pour certaines raisons. On va avoir essentiellement 3 grandes raisons qui nous empêchent de dire non d'une manière alignée et consciente. Les 3 grandes raisons qui parasitent notre processus de négociation et de décision, c'est d'abord notre besoin humain de sécurité, et on va voir dans un instant qu'il est absolument légitime, ce besoin. Et puis, on va voir également
le piège de la réciprocité contrainte. On va comprendre ce que c'est que la réciprocité contrainte et pourquoi est-ce que ça nous empêche de dire non quand on sent qu'il vaut mieux dire non. Et puis, on va découvrir la posture de la sauveuse ou du sauveur, puisque nous avons un homme parmi nous aujourd'hui. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer par la première grande raison qui nous empêche de dire non, c'est notre besoin humain de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie, ce besoin humain de sécurité ? Ça signifie que tous les êtres humains de la planète, tous, sans exception aucune, ont besoin de se sentir en sécurité. Autrement dit, ont besoin d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans l'assiette et puis la possibilité d'accéder à des soins, donc d'avoir une vie digne et en sécurité. Ça, c'est le besoin humain de sécurité ô combien légitime. Donc, il est clair que face à une situation où, pour satisfaire notre besoin de sécurité, on est poussé à dire oui, même si notre cœur dit non, eh bien, c'est de l'accueillir. C'est de l'accueillir et de dire « Ah ok, je comprends que dans cette situation, le compromis n'est pas idéal pour moi. J'aurais aimé un autre compromis, mais je fais ça et je dis oui par besoin de sécurité. C'est légitime, c'est humain, on a tout ça. C'est très important de prendre conscience d'abord qu'on dit oui par besoin de sécurité et non parce que c'est aligné à qui nous sommes, pardon, dans notre essence profonde. Et c'est de savoir aussi que quand on accepte par exemple, un contrat avec un client qui n'est pas idéal et qu'on accepte des tarifs qui ne sont pas super épanouissants pour nous, si c'est pour le besoin légitime de sécurité, on va dire aujourd'hui j'accepte ça parce que j'ai ce besoin-là. Mais il n'est pas dit que demain je continuerai à accepter. C'est de s'autoriser à dire oui aujourd'hui sans avoir besoin de dire oui en permanence. C'est pas parce que j'ai dit oui une fois à un contrat qui n'était pas super optimal que je suis obligée de continuer. Même si la personne en face me dit mais on avait cette entente la dernière fois, oui, la dernière fois, mais aujourd'hui, voilà les nouvelles conditions. Parce que ça y est, on est en sécurité et on n'a plus besoin de dire oui par besoin de sécurité. Donc, moi, j'aime bien utiliser les petites affirmations aidantes et celle que je propose pour cette situation, c'est je dis oui aujourd'hui pour satisfaire mon besoin de sécurité, même si ce n'est pas ma préférence. Ça veut dire que là, j'admets que ce n'est pas ma préférence et j'admets que je dis oui pour mon besoin de sécurité aujourd'hui. Et demain, ça peut changer. Et c'est pour ça aussi que je vous invite à accompagner ça par de l'action. Comment est-ce que je peux faire pour me sentir en permanence en sécurité pour pouvoir par la suite dire oui lorsque c'est aligné à qui je suis et dire non lorsque ce n'est pas OK. La deuxième raison qui fait qu'on dit oui alors qu'on a envie de dire non, c'est le piège de la réciprocité contrainte. Et là, contrairement à la première raison qui est parfaitement légitime, celle-ci, elle est toxique. Alors, j'utilise le terme toxique à chaque fois pour dire que ça me tire vers le bas. Ça ne parle pas de l'autre. C'est pas l'autre qui est toxique, c'est ce piège de réciprocité contrainte qui est toxique, donc qui me tire vers le bas. Alors, qu'est-ce que la réciprocité contrainte? C'est lorsque l'on m'impose ce que l'on me donne et la manière avec laquelle on me le donne. C'est ça. C'est, par exemple, je vous donne un exemple. Je discute avec un client et puis je lui demande une avance. Cette avance, elle va me permettre, par exemple, peut-être d'acheter les matières premières ou de réserver du temps de certains consultants qui vont faire partie de l'équipe et du projet. Donc, je demande, par exemple, 100 comme avance et puis mon client va me dire, je te donne 50, ça y est, voilà, c'est acté, le virement est fait, je te donne 50 et commence à travailler avec 50. Là, comme j'ai reçu, je me sens forcée de rééquilibrer et de commencer de m'engager parce que j'ai reçu entre les mains. C'est ça la réciprocité contrainte. C'est lorsqu'on m'offre quelque chose qui est bien inférieur à ce que j'ai demandé, mais qui me pousse implicitement à démarrer le projet parce qu'il y a cette notion de réciprocité contrainte qui est imposée. On a du mal à dire non parce qu'on a déjà de l'argent entre les mains, donc ça va être difficile pour nous de dire non, je vous rembourse
on continue à discuter jusqu'à ce qu'on trouve une entente. Là, c'est la réciprocité contrainte et c'est le deuxième piège. Et le troisième piège qui nous empêche de dire non lorsque c'est aligné et qui nous pousse à dire oui, c'est cette fameuse posture de la sauveuse ou du sauveur. Donc, il y a un certain monsieur Karpman qui a mis au point un triangle qui met en jeu trois personnages, on va dire, parce qu'il parle vraiment de personnages. Hein. Il y a la victime, le persécuteur ou le bourreau et le sauveur. Ça, ce sont les trois personnages de Karpman. Moi, je l'ai modifié à ma sauce, ce triangle-là, et je l'ai rebaptisé le triangle des trois victimes, parce qu'à mon sens, aussi bien le sauveur que le persécuteur de Karpman est également une victime au fond. Et donc, je l'ai rebaptisé le triangle des trois victimes, qui met en jeu la victime narcissique, la victime vindicative et la victime silencieuse, qui représente le sauveur de Karpman. Donc la victime narcissique, ça n'a rien à voir avec le pervers narcissique. Hein. La victime narcissique est une personne qui se plaint en permanence, pour qui rien n'est jamais de sa faute, qui va projeter toujours la responsabilité sur l'extérieur. C'est la faute de la météo si je suis en retard, c'est la faute de l'autre si je me suis mise en colère, c'est la faute de l'autre si je n'avance pas dans mon entreprise. C'est toujours la responsabilité de l'autre. Et puis, elle va parler énormément de ses problèmes, comme si la solution devait venir des autres. Elle est en mode réception, elle a beaucoup d'attentes des autres, elle est dans une forme de passivité et de ce fait, elle va attirer à elle les personnes qui se sentent sauveuses. C'est là où entre en jeu le sauveur qui dit, moi, je vais trouver la solution à cette personne-là. La victime vindicative, c'est une personne qui se sent lésée dans la situation, mais qui va être plus active et qui va même user de son pouvoir pour imposer ses préférences. Elle va chercher à apprendre, elle va chercher à forcer la main aux autres, elle ne va pas hésiter à manipuler pour arriver à ses fins. Elle a du mal à accepter qu'on s'oppose à elle et elle a du mal à accepter qu'on ne soit pas d'accord avec elle. Ça, c'est la victime vindicative. Et la victime silencieuse, c'est notre star pour cette troisième raison. La victime silencieuse est aussi appelée la victime sacrificielle parce qu'elle a cette propension à toujours se remettre en question, à toujours porter la responsabilité du bien-être des autres. Elle n'hésite pas à s'investir corps et âme pour trouver des solutions à la fameuse victime narcissique. Et en fait, il y a deux leviers qui déclenchent en elle cette posture de la sauveuse. Soit elle va ressentir de la culpabilité parce que peut-être la victime vindicative va utiliser ça pour justement la convaincre d'agir et de s'occuper de ses besoins et de ses préférences, ou bien elle va ressentir de la pitié pour la victime narcissique et à ce moment-là, elle va tout faire, tout mettre en œuvre pour lui trouver des solutions. C'est ça le grand piège de la posture de la sauveuse, c'est que c'est la sauveuse elle-même qui prend l'initiative de trouver des solutions. Alors que souvent, la victime narcissique a juste besoin qu'on lui dise qu'elle a raison ou pauvre de toi, mais elle n'a pas toujours envie de trouver une solution et de reprendre le pouvoir de sa vie et la responsabilité de sa vie. Donc, les questions que je pose à celles parmi vous qui peut-être ressentent que parfois elles sont dans cette posture de sauveuse, quand est-ce que nous avons conclu que c'était à nous de trouver des solutions pour tout le monde? Ça, c'est une question à laquelle vraiment je vous invite de réfléchir. Et puis, quand est-ce que nous avons conclu que nos besoins, nos priorités et nos désirs passaient après ceux des autres? En essayant de trouver des réponses à ces deux questions, on va pouvoir se libérer de ce triangle dramatique. On va pouvoir déjà prendre conscience qu'on y est en se disant, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je suis en train de penser que c'est à moi de trouver la solution pour quelqu'un d'autre ou que mes besoins, mes préférences doivent éventuellement passer après celles des autres? Et puis, la deuxième étape de libération, c'est de décider que nos besoins, nos priorités, nos désirs, nos préférences, eh bien, sont tout aussi importants que ceux des autres. Ça, c'est une décision à prendre. C'est pas tant
quelque chose qui va arriver soudainement, mais c'est vraiment une décision qu'on va prendre. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est de rendre la responsabilité de la vie de l'autre à l'autre en lui disant, écoute, je sais que le projet est en retard, mais ce n'est pas à moi de trouver la solution pour ton projet. Moi, je peux essayer d'aider avec ce que je peux, tout en respectant mes priorités, mes besoins, mes désirs et mes préférences, mais c'est à toi de trouver une solution. Je suis là pour t'aider et non pour le faire à ta place ou pour te sauver. Ça, c'est vraiment essentiel pour cesser d'entrer dans ce triangle. Alors, comment justement poser des limites? Parce que la sauveuse a besoin vraiment, pour se libérer de cette posture de sauveuse, de poser les limites. Eh bien, c'est justement cet outil que je propose dans ce webinaire, cet outil que j'ai appelé les cercles de conscience relationnelle, qui est applicable ici dans les relations professionnelles, parce qu'on est en train de parler d'entrepreneuriat et de relations professionnelles, mais vous pouvez l'utiliser bien évidemment aussi dans toutes vos autres relations, qu'elles soient personnelles, amicales, sociales, etc. Alors, on va découvrir comment ça fonctionne. C'est très simple, en fait, il y a 3 cercles, l'un dans l'autre. Donc, le cercle blanc, c'est le cercle des oui. C'est le cercle de nos préférences, de nos besoins, de nos aspirations, de nos désirs, de nos priorités. C'est tout ce qu'on aime. C'est le cercle blanc. Et puis ensuite, il y a, en fait, c'est un morceau de cercle, c'est cette bande grise, c'est c'est la zone de tolérance. La zone de tolérance est extrêmement importante dans les relations parce que c'est la zone où on va trouver les choses qui ne nous dérangent pas, qui ne sont pas nos préférences, mais qui ne nous dérangent pas, somme toute. C'est-à-dire, si par exemple mon client me dit, avant chaque réunion, la veille de chaque réunion, s'il te plaît, envoie-moi un courriel de rappel pour que je me souvienne qu'on a une réunion demain. Ok, c'est dans ma zone de tolérance, ça va me prendre quelques minutes, ça ne me dérange pas tant que ça. Je préférais ne pas avoir à le lui rappeler, mais ça passe. Ok, ça c'est la zone de tolérance. Et puis, il y a la zone noire, qui est la zone des non. Là-dedans, c'est tout ce qui est inacceptable. C'est tout ce qui est inacceptable, tout ce qui va drainer notre énergie, tout ce qui va nous faire sentir mal émotionnellement, physiquement, psychiquement. Ça, c'est l'endroit où il faut absolument dire non. D'accord? Donc, en fait, il y a aussi dans ces 3 cercles tout l'espace qui est autour de ces 3 cercles-là, et c'est des endroits où ce sont des expériences qu'on n'a jamais réalisées. C'est-à-dire que, par exemple, si je n'ai jamais fait d'export, je ne sais pas si ça va me plaire. Mais le jour où je vais faire une opération d'export, là, je vais pouvoir prendre conscience de est-ce que j'adore ça? Et à ce moment-là, je mets l'export dans la zone blanche. Est-ce que c'est pas plus que ça me dérange pas de le faire, mais c'est pas ma préférence. Là, c'est dans la zone grise. Ou est-ce que vraiment j'ai trouvé des difficultés et je trouve que ce n'est pas du tout agréable de faire de l'export? Auquel cas, ça va passer dans la zone noire. Donc, on comprend ici que nos cercles de conscience relationnelle, en fait, vont évoluer dans le temps, vont se construire au fur et à mesure que je vis des expériences. Donc, il est naturel que mes cercles changent de forme tout au long de ma vie et tout au long des expériences. Donc, c'est pour ça qu'on s'autorise à dire non à des choses auxquelles on a dit oui avant. Et dans ces cercles de conscience relationnelle, il y a un élément qui est très important, c'est celui-ci, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la frontière entre ce que je tolère, c'est ça, entre ce que je tolère et ce que je n'accepte pas. Cette ligne rouge est sacrée. Il ne faut absolument pas la toucher parce que c'est vraiment ça qui va faire qu'on est à l'aise. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse notre ligne rouge? Eh bien, la colère s'active. La colère, c'est l'émotion qui vient nous signaler attention, ligne rouge dépassée. Et elle commence à alerter. Donc là, il faut faire très attention. Quand on ressent une forme d'agacement, de frustration, là, c'est le signe qu'on vient de dépasser la ligne rouge ou alors qu'on est sur le point de dépasser la ligne rouge. Donc, ça permet de prendre conscience de ce dépassement-là. Et je reviens à cette posture de la sauveuse
qu'est-ce qu'elle fait, la fameuse sauveuse? Eh bien, elle va étirer sa zone grise. Elle va l'étirer, parce que la zone grise des personnes qui ont la facilité d'être dans la posture de la sauveuse, la zone grise est très élastique. Donc, on va tirer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on tire? D'abord, on s'épuise énergétiquement parce qu'on est en train d'accepter l'inacceptable. Et puis deux, on risque de faire éclater notre ligne rouge. Et quand ça éclate, c'est attention, on est submergé par une émotion de colère très forte, très vive, que les gens, même à l'extérieur, peuvent ne pas comprendre parce qu'on a une nature tellement bienveillante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup il y a cette explosion émotionnelle? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a tiré trop fort sur notre zone grise et qu'on a brisé notre ligne rouge. Donc ça, c'est très important, la ligne rouge, vraiment, c'est notre ligne sacrée, notre limite sacrée. Donc, on va essayer de comprendre ensemble comment trouver un bon compromis grâce à ces cercles de conscience relationnelle. Donc ici, j'ai placé 2 cercles. Les nuances de blanc, gris et noir, ce sont mes cercles de conscience relationnelle dans l'exemple, et les oranges et jaunes sont les cercles de l'autre personne. Donc, dans la zone blanche, ce sont toutes mes préférences, mes priorités, mes besoins, etc. Et puis, dans le cercle jaune clair, ce sont les préférences de mon client ou bien de mon associé, de mon fournisseur, et ainsi de suite, toutes les personnes avec qui j'interagis dans mon travail. J'ai ma zone grise, l'autre a sa zone orange clair ou jaune foncé, et puis j'ai ma zone noire et l'autre a son cercle orange foncé. OK. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Si on fait un compromis qui se trouve être ma préférence et la préférence de l'autre, eh bien là, on est dans le compromis idéal, on est d'accord. Par exemple, moi, je fais une offre à 150, c'est vraiment un tarif où j'ai une super marge. Et puis, il se trouve que mon client, son budget, c'était 200. Donc, pour lui, 150, c'est une super affaire. Mais on est tous les deux super contents. On est dans notre zone de préférence aux deux. C'est le compromis idéal. Il n'y a rien à changer. Tout est parfait. Je pense que là, on a trouvé vraiment notre client idéal. Je prends un autre exemple. Donc là, c'est le compromis en mon avantage. Donc, on voit que le compromis, il est dans ma zone de préférence. Donc, si je reprends le même exemple, je demande 150, mon client accepte 150. Donc, moi, c'est ma zone de préférence. Mais lui, son budget, c'était entre 100 et 150. Donc, il est à la limite maximale. Ça passe pour lui, mais c'est pas sa préférence. Il aurait préféré payer 100. Voilà, ça c'est le compromis en mon avantage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ce que je suggérais, c'est qu'en contrepartie, il faut quelque chose en l'avantage de mon client. Donc, par exemple, je vais lui faire un cadeau bonus, par exemple, un diagnostic gratuit pour démarrer l'étude, ou bien je vais lui offrir une réunion en tête à tête, vraiment très profonde sur ses objectifs, etc., gratuitement, ou bien je vais être très réactif à tous ces courriels et répondre dans l'heure. Donc tout ça, ça permet de rééquilibrer pour que le compromis soit vraiment gagnant-gagnant. Troisième cas de figure, le compromis est en l'avantage de l'autre. Donc je reprends encore mon exemple. Mon idéal, c'était d'avoir 150, mais à 120, ça passe bien, c'est acceptable. Et mon client, lui, son budget, c'était entre 100 et 150, donc 120, il est super content. Donc, quand on trouve le deal qui est à 120, c'est dans ma zone de tolérance et c'est dans la zone de préférence de mon client. C'est bon aussi. Et puis là, pour, par exemple, rééquilibrer, peut-être que je vais avoir l'avantage en termes de délai de paiement en mon avantage. Donc, ça permet de rééquilibrer. Là, on passe au compromis couper la poire en deux. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le compromis idéal. Et c'est d'ailleurs le titre d'un livre qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, qui explique pourquoi justement cette technique de couper la poire en deux n'est pas toujours idéale. Si on reprend notre exemple, mon client, il aimerait payer 100 et moi, je voudrais 150. Alors, on va couper la poire en deux, on va aller à 125. Eh ben, ni l'un ni l'autre n'est content. C'est dans la préférence de personne.
C'est dans la zone de tolérance des deux. Personne n'est lésé, ça passe pour les deux, mais personne n'est heureux. Est-ce que c'est vraiment un compromis idéal? Je ne le pense pas. Je pense que dans le compromis idéal, comme on va le voir dans la troisième partie, ce serait super que au moins l'un des deux soit super heureux. Et ensuite, on passe dans les compromis inacceptables. Je vais prendre un exemple pour les compromis inacceptables. Supposons que je distribue, je vends des robes de soirée et je les livre chez les clientes. Et supposons que j'ai une cliente qui veuille une robe noire de soirée pour, elle a une soirée samedi soir, elle en a besoin pour samedi soir. Imaginez un compromis du type, moi, j'utilise mon système de livraison habituel qui est optimal en termes de coût et donc elle est livrée mardi. Bon, la soirée est passée, c'est trop tard, donc bien évidemment, c'est inacceptable pour elle, donc c'est un compromis inacceptable. De l'autre côté, si la cliente exige d'être livrée le vendredi au cas où il y a des petites retouches à faire et que moi, ça va me coûter très cher en livraison de la livrer le vendredi, eh bien là aussi, c'est un compromis inacceptable dans cette situation-là. Imaginons maintenant que non seulement j'accepte de livrer plus rapidement, mais au fait, quand je livre plus rapidement et que je n'ai plus de marge, pratiquement je ne gagne rien du tout, la cliente est quand même livrée dimanche, donc le lendemain de la soirée. Inacceptable. C'est perdant pour les deux. Moi, j'ai perdu de l'argent et ma cliente n'a pas eu sa robe pour la soirée. Là, compromis perdant-perdant encore, la cliente accepte d'être livrée le samedi à la dernière minute, mais moi, je paye tellement cher la livraison que je perds dans cette vente. Là, c'est compromis inacceptable. Imaginons le pire des scénarios, c'est là où je paye extrêmement cher la livraison pour lui permettre d'avoir sa robe samedi et malheureusement, il se passe quelque chose et la robe arrive dimanche. Compromis ultra perdant-perdant, inacceptable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations de compromis inacceptables? Eh bien, ce serait par exemple peut-être de poser la question à la personne de dire, est-ce que vous seriez d'accord de payer plus cher pour une livraison plus rapide? Donc, si la personne accepte, ça va être probablement un compromis acceptable ou même peut-être gagnant-gagnant si la cliente n'a pas une grande sensibilité au prix. Si, par exemple, elle a une sensibilité au prix, je peux, par exemple, lui proposer le catalogue des robes disponibles que je pourrais livrer immédiatement, auquel cas, je pourrais la livrer dans les délais, mais elle devra changer de modèle. Et donc, là aussi, ça pourrait aboutir à un compromis acceptable. Tout ça pour dire que tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans nos préférences, dans nos tolérances et dans les préférences de l'autre et les tolérances de l'autre, on ne pourra pas identifier le vrai compromis gagnant. C'est pour ça que les clés, les prérequis d'un compromis gagnant, c'est d'abord de bien connaître sa zone de préférence, ses besoins, ses priorités, ses désirs, etc. Sa zone de tolérance et sa zone de l'inacceptable avant de démarrer les négociations. Si vous vous mettez autour de la table sans savoir exactement ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat idéal, ce que vous pouvez accepter sans être lésé et ce qui est inacceptable, vous risquez de ne pas avoir un compromis gagnant. Vous avez vraiment besoin de préparer votre négociation en faisant à la limite même vos cercles. OK, qu'est-ce que je préfère? C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes désirs? Ensuite, qu'est-ce que je serais prêt à accepter, à tolérer? Et qu'est-ce qui est inacceptable? Par exemple, OK, 150, c'est ma cible optimale. 120, j'accepte, ça passe. 100, je n'accepte pas. Et là, on peut aller dans des négociations vraiment avec le cœur confiant et on va pouvoir mener à bien les négociations ou peut-être même se rendre compte qu'il n'y a pas de compromis possible avec ce client ou ce partenaire ou ce fournisseur. Et l'autre chose aussi, c'est de mettre bien en place d'une manière nette la ligne rouge. Elle est sacrée, cette ligne rouge, non négociable. Il faut qu'elle soit claire, parce que si elle est floue, si elle est fluctuante, eh bien là, on risque de la dépasser sans même s'en rendre compte. Et ensuite, c'est de bien écouter l'autre pour identifier sa zone de préférence à lui ou à elle, ses désirs, ses priorités, ses besoins, sa zone de tolérance
et sa zone de l'inacceptable. Donc, c'est très important de poser des questions et de bien écouter attentivement les réponses parce que ce que dit la personne en face de vous, c'est une mine d'or d'informations. Si j'arrive à détecter le budget de la personne, j'ai vraiment toutes les cartes en main pour mener à bien les négociations. Si j'arrive à comprendre ce qui est le plus important pour la personne, je reprends l'exemple de la cliente et de la robe noire, elle me dit, ma robe doit être noire et elle doit être livrée au plus tard samedi matin. C'est très clair. On sait ce qui est sa priorité non négociable. À partir de là, on va pouvoir négocier sur le reste. OK, robe noire, j'ai bien entendu, mais est-ce qu'on peut changer de modèle si je propose une robe noire? Est-ce qu'il y a un prix maximum et de voir où sont les endroits où on peut discuter, négocier, qui sont dans la zone de tolérance de l'autre et qu'est-ce qui est vraiment dans l'inacceptable. Super important. Et puis, c'est de bâtir une relation de confiance sur le long terme. S'il n'y a pas de réciprocité, si je suis dans la configuration où le compromis, c'est en mon avantage, si je ne rétablis pas l'équilibre d'une certaine manière, en offrant quelque chose que l'autre préfère, je ne vais pas bâtir une relation de confiance sur le long terme. Si par exemple, je suis une cliente qui a besoin d'une robe samedi soir et je la demande au plus tard samedi matin, et la robe, elle arrive in extremis samedi à 19h, je ne suis pas sûre d'avoir envie de recommencer l'expérience avec le même fournisseur. Donc, vraiment, c'est très important de bâtir une relation de confiance sur le long terme qui est vraiment une réciprocité, une belle réciprocité dans les deux sens. Donc. Et puis, le cinquième prérequis, c'est de clarifier et de formaliser les ententes de réciprocité anticipée. Je m'explique. Réciprocité anticipée, c'est quand je dis, par exemple, je te donne ça maintenant, mais je te donnerai ça plus tard. La réciprocité anticipée, c'est de dire, OK, parce que tu vas me donner ça plus tard, moi, je consens à cet effort-là. Mais si je ne mets pas noir sur blanc ces termes d'entente, je risque d'avoir anticipé une réciprocité puis de ne pas l'avoir au final. Je donne un exemple. On négocie un prix sur la base d'une quantité prévisionnelle. Par exemple, mon client me dit, je veux 1000 pièces. Donc, on va négocier le prix sur la base des 1000 pièces commandées. Mais il ne s'engage réellement que sur une quantité partielle de 100 pièces. Donc, il va me payer réellement 100 pièces sur la base d'un tarif négocié pour 1000 pièces. C'est très important de formaliser l'entente par rapport aux 900 pièces restantes pour que je ne sois pas lésée en ayant cette réciprocité anticipée. Et puis, pour terminer cette deuxième partie sur l'art du compromis gagnant, je vais vous raconter cette histoire d'un compromis heureux ou encore l'inefficacité de couper la poire en deux. Alors, c'est l'histoire de deux amis qui ont à disposition 1 kilo de citron. OK? Donc, si on veut couper la poire en deux, et les deux ont besoin d'1 kilo. Si on veut couper la poire en deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, Monsieur A va prendre un demi-kilo, Monsieur B va prendre un demi-kilo. Voilà, c'est équitable, c'est juste, chacun a eu la moitié des citrons. Sauf que ce n'est suffisant ni pour Monsieur A ni pour Monsieur B. Les deux ont besoin d'1 kilo. Alors, quelle est la solution? Bien, c'est de les écouter et de leur demander ce qu'ils vont faire de ce kilo de citron. Il se trouve que Monsieur A veut faire de la limonade et que Monsieur B veut récupérer les zestes du citron pour faire des infusions bio, pour faire des infusions bio. Et les deux ont besoin d'1 kilo. Et donc, quand on arrive à comprendre quel est le besoin de chacun, on va pouvoir dire, OK, super. Donc, Monsieur A va avoir l'équivalent de 1 kilo de citron en limonade et il va être super heureux. Et Monsieur B va avoir toutes les épluchures de citron pour avoir l'équivalent d'1 kilo de citron pour ses zestes. Et là, tout le monde est gagnant. Et c'est vraiment l'histoire du compromis heureux. Et si ça se trouve, on est en train de couper la poire en deux, alors qu'on pourrait avoir l'un la limonade et l'autre le zeste de citron. À méditer. On va passer à la troisième et dernière partie de ce webinaire
pour trouver le juste compromis sans sacrifice ni manipulation. Pour moi, vraiment, le juste, c'est dans le sens justesse. Et justesse, pour moi, ça implique qu'il n'y ait ni sacrifice, ni manipulation. Alors, quels sont les ingrédients essentiels du compromis juste? Tout d'abord, premier ingrédient essentiel, il doit satisfaire pleinement au moins l'une des deux parties. Il faut que l'un des deux soit super heureux. Pourquoi? Parce que quand on est super heureux, on va avoir tendance à vouloir rééquilibrer ça en offrant quelque chose à l'autre. Et au final, on finit toujours par être tous les deux super heureux. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient essentiel, c'est que le juste compromis ne blesse aucune des deux parties. Il ne faut pas qu'il y ait de sacrifice. Je ne peux pas dire je prends le kilo de citron et je m'en fiche de ce que tu vas ne pas pouvoir réaliser. Ça ne doit blesser aucune des deux parties. Et le troisième ingrédient essentiel, c'est que le compromis juste doit être très clair et on doit savoir quel est l'avantage qui est pour qui. Il ne faut pas masquer en disant oui, bon, ok, j'accepte, alors qu'au fond, je suis super contente. Il faut vraiment dire, là, je suis reconnaissante, ça me convient parfaitement, je suis très heureuse, oui, ça me convient. Là, au moins, on sait clairement que c'est en notre avantage dans la situation. C'est très important d'être au clair. C'est ça la fameuse relation de confiance à long terme dont il était question tout à l'heure. Donc, moi, j'aime bien toujours poser une question. C'est pour qui est le cadeau? C'est ça la question que j'adore. C'est dans cette situation-là, mais pour qui est le cadeau? Et ça permet de comprendre qui est dans l'avantage par rapport à ce compromis-là. Et puis, c'est d'éviter les leviers de manipulation. Donc, on a dit sans sacrifice ni manipulation. Donc, sans manipulation, ça signifie ne pas utiliser des leviers de manipulation qui sont la peur, la pitié et la culpabilité. Parce que la sauveuse, elle va, soit parce qu'elle a pitié de l'autre, aller le sauver, soit parce qu'elle culpabilise, aller le sauver. Et puis, il y a certaines personnes, pas les sauveurs forcément, mais d'autres personnes qui ont peut-être certaines peurs et qui vont dire oui par peur. Ça, ce sont des leviers de manipulation à éviter, bien sûr. Et éviter les sacrifices. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre conscience quand l'élan de la sauveuse se réveille pour éviter les sacrifices. Mes 3 conseils ultimes pour l'art du compromis gagnant. Le premier conseil, ce serait de trouver son client idéal ou son associé idéal ou son fournisseur idéal plutôt que de chercher le compromis idéal. Parce que vous voyez les 3 cercles de conscience relationnels. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que idéalement, sur 5 décisions qu'on prend, 4 sont dans la zone de nos préférences, donc dans la zone blanche, et une dans la zone grise. Ça, c'est l'idéal. Quand on fait 80-20, la fameuse loi de Pareto, 80%, 20%, on est vraiment dans une configuration optimale. Ça n'existe pas, la vie, on fait que ce qu'on veut, comme on veut, tout le temps, tout le temps. Il y a bien des concessions à faire. Mais les concessions, d'abord, elles doivent être dans la zone de tolérance, dans la zone grise, jamais dans la noire. Et 2, elles doivent être moins fréquentes que la zone de préférence. Donc, au lieu d'essayer de matcher un compromis optimal, quand on trouve des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes visions que nous, etc., eh bien, on va forcément être dans un compromis idéal la plupart du temps. Le conseil numéro 2, c'est d'alterner le bénéficiaire de l'avantage. La logique de une fois c'est pour toi, une fois c'est pour moi, une fois c'est pour toi, une fois c'est pour moi. Et là, on est vraiment dans la configuration vraiment optimale où on est toujours heureux de recevoir ce qui est notre préférence et toujours heureux aussi que l'autre reçoive sa préférence parce qu'on sait combien c'est équilibré et c'est juste dans le sens justesse. Et puis, mon troisième conseil, ça serait, cette phrase, je la dis régulièrement, commencez par donner. Dans le doute, commencez toujours par donner. Soyez la personne qui donne d'abord. Et là, donc, ce conseil, c'est commencer par donner l'avantage à l'autre. Mais jamais au-delà de la ligne rouge, jamais. Et jamais 2 fois d'affilée. Parce que si je donne et que l'autre me réclame de donner encore l'avantage
une deuxième fois, c'est qu'il n'a peut-être pas l'intention d'être dans une réciprocité juste. Auquel cas, je dis non. Donc, je commence par donner, mais jamais au-delà de la ligne rouge et jamais 2 fois d'affilée. Et s'il ne devait y avoir qu'une seule précaution à prendre, ce serait de ne jamais, jamais, jamais dépasser la ligne rouge. Le prix est trop cher payé. Ça, ce serait vraiment la règle d'or dans l'art du compromis. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout ça? Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes recommandations que je propose. D'abord, c'est de mettre en pratique ce qu'on a envie de prendre. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de ce webinaire et de ce que vous avez envie de prendre et de mettre en pratique. Quand on met en pratique, ça va nous permettre d'observer en conscience ce qui se passe et de dire, oula, mais en fait, je suis 80% dans la zone grise et 20% dans la zone blanche. Il y a un truc que je vais devoir ajuster. Donc, observer, ajuster, recommencer, mettre en pratique, observer, ajuster, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que vous êtes dans 80% dans la zone blanche, 20% dans la zone grise, jamais dans la zone noire. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite et plus encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, contact@shirazgaye.ca si vous avez envie de m'écrire et de partager comment vous avez réussi à avoir des compromis gagnants. Et puis, voilà, je vous remercie et je cède la parole à René. Oui, OK, super. Merci beaucoup, Shiraz, pour cette excellente présentation. Je vais m'arranger les cheveux. J'ai aucune idée qu'est-ce que s'est passé. Je m'excuse. Euh, Est-ce que les participants et participantes ont des questions pour Shiraz ou des perspicacités, des expériences à partager? Oui, Oui, des expériences à partager. Oui. En fait, surtout sur le cercle de conscience relationnelle, en fait, il y avait à chaque fois, en fait, il y avait une situation qui se présentait dans ma tête. Surtout ces derniers temps, en fait, bah, moi, je suis un prof de musique et je trouve vraiment des difficultés à avoir le juste compromis, en fait, avec la directrice. Donc, Oui, oui, en fait, et merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, je dirais que j'ai eu la réponse que j'avais besoin, en fait. Parce que quand vous disiez que dans le besoin humain de sécurité, en fait, vous nous a dit que on peut dire aujourd'hui, oui, j'accepte de dire oui, mais juste aujourd'hui, pour satisfaire mon besoin de sécurité. C'est magnifique exact. cette phrase, en fait. Je vais Merci. l'utiliser comme un mantra. Oui, Merci Omar, c'est vrai, en fait, ça nous permet de ne pas se sentir forcé de justifier après une augmentation de tarifs ou quoi ou qu'est-ce, parce qu'on avait dit oui par besoin de sécurité, ça ne veut pas dire que demain, je continuerai à pratiquer ces tarifs-là. Donc absolument, merci. absolument. Merci. Et à vous. Françoise, oui. oui, oui. Comme d'habitude, c'est une super présentation. J'adore. Ça répond beaucoup à mes questions. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique et c'est pas toujours facile. Euh, Ce que moi, je trouve assez difficile, et j'en parle assez souvent, c'est quand on est une francophone travaillant dans un milieu anglophone, on n'a pas la même façon d'expliquer les choses. Donc, des fois, de lire la personne qu'on a en face de soi qui est anglophone et qui... Et des fois, je suis francophone, il faut me dire oui, non. Le non ne va pas me faire du mal. J'ai besoin de comprendre clairement ce que vous voulez et aussi de travailler dans un milieu d'hommes où on n'a Oui. pas du tout la même façon d'approcher les choses. Et puis, ils sont peut-être plus directs et nous, on a besoin d'avancer une étape après une étape. Donc ça, clarifier les choses et savoir exactement où on va. Ce que je trouve difficile, par exemple, hier, j'ai demandé pour acheter de la bière à une microbrasserie, ils n'en avaient plus beaucoup. Il m'a dit, combien tu veux payer? Et je trouve ça super compliqué. C'était à moi de définir le prix et j'étais là.
voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai des autres microbrasseries. Je sais que la bière est beaucoup plus chère. Voilà ce que je propose, mais je suis ouverte. Voilà. Et je trouve ça assez difficile quand quelqu'un vous met dans une situation, il vous demande de donner votre prix. Et puis ma dernière question, si tu peux nous aider un petit peu sur ça. Si on a dépassé la ligne rouge, et ça m'est arrivé euh, l'année dernière parce que j'étais pas bien physiquement, mentalement et tout, donc j'ai accepté des choses et cette année j'ai dit bah non, cette année c'est fini. Il faut qu'on rééquilibre les choses. Euh, Oui. si on dépasse la ligne rouge, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut am- réorienter les choses? Merci vraiment pour toutes ces super questions. Je commence par la dernière. Après, on va parler aussi de la microbrasserie et de l'achat de bière. Donc, par rapport à la ligne rouge, d'abord, quand vous dites qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on a dépassé la ligne rouge, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Parce que le plus difficile, c'est de prendre conscience qu'on l'a dépassé, cette ligne rouge. Des fois, on a le sentiment qu'on est dans la zone de tolérance, alors qu'on navigue allègrement dans la zone de l'inacceptable, mais on ne le sait pas. Donc, dès qu'on prend conscience qu'on a dépassé cette ligne rouge, ce qu'on a à faire, c'est d'essayer d'aller se questionner pour voir qu'est-ce qui a fait que j'ai dépassé ma ligne rouge. Est-ce que j'avais peur d'une conséquence particulière? Est-ce que la personne m'a fait tellement de la peine que je me suis jetée corps et âme pour le sauver? Est-ce que la personne m'a fait culpabiliser? Et m'a fait culpabiliser, c'est une forme de manipulation, même si la plupart du temps, c'est inconscient. La personne, elle ne fait pas exprès, elle ne veut pas nous faire du mal, mais elle cherche à obtenir ce qu'elle désire. Donc, cette forme de manipulation. Et quand on arrive à comprendre quelle est l'origine, eh bien, moi, ce que je conseille toujours, c'est de la garder à l'œil, de dire, OK, je t'ai vu là. Je t'ai vu, toi, la petite bébête qui m'a fait faire tout ça. Maintenant, je t'ai à l'œil. La prochaine fois que tu vas te réveiller, que tu vas me dire qu'il faut dépasser la ligne rouge, je vais te dire non. Et même si on dépasse la ligne rouge, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et de dire la prochaine fois comment je fais. Alors moi, j'ai mes petites astuces personnelles que j'ai partagées. Moi, j'aime bien préparer les phrases types à dire, parce que je connais ma sensibilité à dépasser la ligne rouge. C'est pas pour rien que je travaille beaucoup avec ce sujet-là. C'est probablement parce que j'en ai besoin aussi. Et c'est de dire, si la prochaine fois, si je sens que j'ai de la culpabilité en moi qui fait que je me sens forcée à dire oui, voici ce que je vais dire. Et ma phrase préférée, c'est de dire, je vais prendre le temps d'y penser et je reviendrai vers toi. C'est de m'autoriser à prendre le temps de clarifier mes idées, de me dire, attends. Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que ça me dérange vraiment? Est-ce que ça me pose problème? C'est d'avoir une discussion honnête entre moi et moi-même et de revenir vers l'autre. Je dis, voilà, j'y ai pensé et ça ne me convient pas. Voici ma contre-proposition. Ça, c'est une façon de faire quand on dépasse la ligne rouge. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, super. Concernant la microbrasserie, la situation est assez particulière parce qu'il me semble, de ce que vous partagez avec nous, il me semble que cette personne-là est en situation d'avantage parce qu'elle a un petit stock, elle sait qu'elle pourrait le vendre facilement, donc elle n'a pas de problème à écouler son stock, donc elle est en situation d'avantage. À ce moment-là, c'est comme si elle disait, ben, je vais vendre au plus offrant en fait. Mais attention à eux, parce que si on veut une relation de confiance sur le long terme, si on veut que cette personne-là revienne, même les jours où j'ai beaucoup de stock et que je ne sais pas quoi en faire, il va falloir que je fasse un compromis qui soit juste pour les deux. C'est-à-dire, si vous lui donnez avantage sur le prix, il va vous donner un autre avantage en contrepartie. Donc, vous pouvez lui dire, OK, moi, je veux bien consentir à aller jusqu'à ce prix-là en sachant que c'est un peu plus que le tarif habituel. Qu'est-ce que vous êtes prêt à consentir en contrepartie? C'est d'inviter l'autre à la réciprocité et de voir comment ça marche. Personnellement, si quelqu'un me dit, non, moi, de toutes les manières, je peux vendre mon stock à plein d'autres personnes à bien plus cher,
Bon, sans vouloir donner de contrepartie, je comprends que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que moi. Peut-être que j'irai chercher d'autres microbrasseries qui auraient des valeurs plus proches que les miennes. Ça, c'est vraiment très personnel, hein. Je ne sais pas si, là encore, je réponds à votre question dans la situation. Oui, 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 mais on a des compromis. Ah, ok. Ça marche. Donc, voilà, il leur restait pas beaucoup de bière. Donc, ils m'ont dit, Françoise, on peut pas cette fois-là, mais dès qu'on en a, on a fait un nouveau stock, on te le dira et puis tu pourras en acheter. Voilà. Et puis, Merveilleux. la dernière fois, ils ont accepté mon prix. Donc, c'est pareil, c'est comment construire une relation. C'est compliqué des fois quand les gens changent dans une microbrasserie. Ah oui, Mais ouais, mais au long terme, si je regarde bien, j'ai construit des relations et j'arrive quand même à bien dialoguer avec certaines des microbrasseries. Pas avec tout, mais maintenant ça marche beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Construire une relation avec des gens, je me suis rendu compte que ça prenait du temps. Voilà. merci pour votre partage. Je pense que René voudrait intervenir. Oui, donc si je pourrais ajouter aux réponses de Shiraz, donc premièrement, c'est une tactique de négociation quand quelqu'un vous demande donnez votre prix ou donnez-moi votre prix. C'est toujours une question de pouvoir. Euh, donc, soyez consciente avec les recherches de marché. Donc, qu'est-ce qui est à faire en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de disponibilité. Donc, il y a quand même des variables selon le secteur qu'il faut prendre en acquis quand on fait un prix. Des fois, les secteurs, c'est la norme d'avoir 80% de marge. Des fois, c'est la norme d'avoir une marge de 5%. Donc, ça dépend vraiment des coûts. En termes de ressources globales, maintenant, sont en négociation anglophone, mais c'est vraiment euh, une ressource de calibre global, mondial. C'est Program on Negotiation at Harvard. Eux, c'était vraiment le centre cible, le centre chef de file aux années 80 qui ont pris les négociations d'affaires en avance. Donc, c'est vraiment eux qui ont mené, qui ont vulgarisé, disons, les compétences de négociation pour les entreprises, aussi bien que les gouvernements, aussi comme les relations internationales, mais de façon générale pour négocier votre salaire ou votre carrière ou peu n'importe, même votre mariage, disons, vos relations intimes. Donc, euh, ça, c'est un article de plusieurs articles gratuits à travers Program of Negotiation de Harvard. Sont en anglais, mais il y a beaucoup de ressources disponibles pour vous. Et il y a aussi toute une question de confiance en soi. Donc, une des grandes lacunes dans les négociations, particulièrement les négociations impliquant les femmes, c'est la confiance en soi de dire oui à un bon offre parce que, est-ce que c'est trop bon pour moi? Est-ce que j'ose prendre l'offre? Est-ce que j'ose négocier à mon avantage? Et encore plus problématique, c'est que les femmes ont tendance de ne pas vouloir dire non pour rester amicales, pour rester fin, propre, féminin, je sais pas trop quoi, souple, j'ai aucune idée si c'est le mot, là, mais amical. Euh, Donc, c'est vraiment d'avoir l'épine dorsale, la confiance en soi, la fortitude de dire non. Non, point, carrément, je ne veux plus entendre la négociation. Non, mais je pourrais vous offrir comme contre-offre cette autre, cette autre offre. Donc, il y a vraiment des choses comme ça. Et François, si vous vouliez, vous pouvez consulter les archives de webinaires de Paro, anglophone, francophone, et il y a beaucoup de sessions en la confiance de soi et l'estime de soi. Et c'est certes, c'est garanti qu'il y a d'autres ressources pour vous, anglophones, francophones, pour la négociation. En anglais, selon Harvard, donc selon Program of Negotiation on Harvard, il y a BAFTA. Un BAFTA, c'est Best Alternative to a Negotiated Settlement. Et donc, si la partie vous dit non, je vous offre pas la bière ou la levure de bière à tel et tel prix,
nous sommes en pénurie de stock et ça va nous prendre 6 mois, puis un dépôt de 75% pour s'assurer que l'ordre va mieux. Un BATNA, c'est la congestion, je m'excuse. Le BATNA va vous donner une stratégie d'identifier d'autres façons d'atteindre vos objectifs en évitant ou en contournant, disons, la partie que vous vouliez négocier avec. Donc, c'est une question de créativité, c'est une question de stratégie et c'est une question de préparation. Aussi de détermination, parce que une chose avec les négociations, c'est qu'il y a une question de pouvoir. Je m'excuse, c'est aussi un genre de ballywick en anglais, mais c'est vraiment qu'est-ce que ça me prend en cœur ici avec les négociations. C'est aussi une question d'avoir une resilience. Donc, c'est une question d'avoir un réseau robuste. Bon, c'est un mot que je peux prononcer au moins. Donc, si vous voulez toujours négocier avec une partie, ça vous rend vulnérable. Vous n'aviez pas d'épaisseur, vous n'avez pas de gros, vous n'avez pas de choix, d'options dans votre réseau. Donc, le plus grand votre réseau, le plus grand que vous connaissez l'écosystème, que vous avez d'autres partenaires à engager, le plus créatif que vous pouvez être à rejoindre vos buts. Donc, OK, j'ai trop parlé, puis là, ça va encore Non, mal. c'est très intéressant parce que hier après-midi, je discutais avec un ami, je lui dis, bon, je peux pas avoir l'Imperial IPA de telle microbrasserie. Bon, c'est ma meilleure vente, etc. Mais je vais essayer avec telle microbrasserie, telle microbrasserie, telle microbrasserie. Et je sais que j'ai des bonnes relations avec celle-là. Donc, on a assez de stock pour attendre un petit peu, mais je vais trouver une solution. J'aurais pas fait ça il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, 2 ans ou 3 ans, j'aurais dit, ah, ouais. J'aurais été vraiment touchée psychologiquement, émotionnellement, etc. Et il y a toute une évolution qui s'est faite où je me dis, OK, ça fonctionne pas pour l'instant avec eux. Je comprends pourquoi. On va trouver ailleurs. Merci René. OK. Donc, désolé, Chira, j'ai pris contrôle de votre session, je m'excuse. Au contraire, avec plaisir, c'était très enrichissant et très complémentaire. Merci. D'autres expériences à partager, d'autres questions pour l'animatrice Madame Chirage Gaïb? Bon, Chirage, je vous remercie énormément pour votre temps et vos perspicacités et vos stratégies pour s'assurer que nos négociations sont vraiment gagnantes. Donc, mille et une merci. Merci Euh, pour votre confiance, René. Encore un petit mot pour Paro. Paro est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre. paro.ca comme site web. Et donc, il y a toutes sortes de ressources pour vous et vôtres. Chira, je vous cède le dernier mot. Bien, c'est toujours un plaisir d'échanger et de partager. Je vous souhaite vraiment les compromis idéaux, gagnants, épanouissants. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je reste toujours à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Merci.